Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. 1986, quelle année! À l'époque, un trajet en TTC coûtait 45 cents pour les enfants et $1 pour les adultes. On pouvait s'acheter une paire de bas pour 77 cents chez Honest Ed's. Et la population de l'Ontario était d'environ 9 millions de personnes. Regardons quels étaient les sujets d'actualité pour la province à l'époque. Allez, en réponse. Question orale. Le député de Sudbury. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de Logement. On a fait état, Monsieur le ministre, que Clarkson et Gordon ont recommandé un acheteur pour une partie des 11 000 appartements dont on a parlé en 1982. On a aussi dit que le consortium Trevor Eaton a offert de construire 1,2 million d'unités des condominiums et que cette offre a été refusée. Est-ce que le ministre pourrait indiquer à la Chambre, est-ce qu'il peut nous dire pourquoi est-ce qu'on a refusé cette offre et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pensais que l'honorable député sait que je ne peux pas dire je ne peux pas l'expliquer pourquoi l'offre a été refusée, parce que l'affaire est devant les tribunaux qui décidera qui sera l'acheteur éventuel de ces appartements, 11 000 appartements. Je ne peux pas vous dire pourquoi l'offre a été refusée. Question supplémentaire? Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre, étant donné que lui-même et son personnel est vraiment intéressé à l'offre, quelles seront les dépenses en capital sur ces unités? Est-ce que vous pouvez aussi indiquer à la Chambre jusqu'à combien s'élèveraient ces dépenses et quel sera leur effet sur les locataires compte tenu du projet de loi 51? Je pensais que le député savait exactement qu'est-ce qui se passait à propos de ces appartements qui ont été achetés. Je ne peux pas vous dire si ces acheteurs voulaient endosser ces frais, ces dépenses en immobilisation. Toutefois, je peux dire aux députés que nous avons mis en place qu'il va y avoir une limite de 5 % qui devrait être transférée aux locataires suivant les termes de la transaction. Je ne peux pas vous parler de ces dépenses. Peut-être que si vous écoutez attentivement, vous allez apprendre quelque chose. Je ne peux pas vous dire ce que les acheteurs éventuels feront, mais je peux vous dire que le montant maximum qui puisse être transféré aux locataires, c'est de 5 %. Le député de St. George, compte tenu de votre engagement antérieur et que vous avez l'intention de garder au moins 25 % des unités, quelles étapes, comme logement locatif, pouvez-vous nous assurer qu'il y aura un minimum de 1 1/4 d'appartements de construits pour chaque unité convertie? Monsieur le Président, le député sait que quand le gouvernement a pris le pouvoir, c'était pour protéger les logements locatifs qui étaient sur le point d'être convertis en condominium. Ça, c'est la première réponse, la première partie de votre question. Et vous faites allusion
à la proposition de Trevor Eaton. Je sais que cela a été refusé et qu'il peut en faire appel devant les tribunaux. Nouvelle question. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Nipissing. D'après les allégations présentées au procès des tribunaux, est-ce que le ministre peut dire des motards? Est-ce que le ministre peut dire qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Ou le solliciteur général? Once again, I'll remind all members that interjections are out of order and you're just wasting other members' time. J'aimerais rappeler aux députés que ces interventions ne font que gâcher le temps de tout le monde. Le temps ne nous permet pas de donner toute une conférence sur ce que les gens font concernant le crime organisé dans cette province. Il y a certains domaines qui sont affectés et nous avons pris des mesures pour nous occuper de ce problème. Et nous pensons que c'est moins étendu que le député de l'opposition veut nous faire croire. Vous voulez dire que ce n'est pas un problème, que ça n'augmente pas, et pourtant vous faites quelque chose. Vous serez peut-être au courant du rapport qui parlait des motards, de la mafia et des triades qui sont impliqués dans le crime. Le ministre sera au courant que 4 des triades au Canada exploitent les comités de cette ville, que des bandes de motards rivaux sont impliqués dans le commerce de la drogue, qu'il y a une gang qui essaie de contrôler les prostituées. Étant donné que tout cela augmente dans cette province, qu'avez-vous fait pour soutenir la police dans les efforts pour contrecarrer ces activités? J'ai mis sur pied une équipe qui a étudié très soigneusement l'infiltration de ces champs d'activité. Si vous voulez jeter un coup d'œil à ce travail, nous serons très contents de vous accommoder. Je crois que ce serait bien d'avoir plus de coordination, quoique ce n'est pas la réponse. Vous avez besoin d'un groupe spécial pour étudier la question. Vous connaissez la position de votre propre trésorier sur cette question. Avez-vous mis sur pied une commission spéciale et quand est-ce que cela commencera? Je n'ai jamais demandé pour une telle enquête. Nous avons déjà des employés qui sont capables de le faire sans avoir recours à des commissions d'enquête royales. Nouvelle question. Le député de York Sud. Merci, Monsieur le Président. En l'absence du ministre de la Santé, j'ai une question pour le Premier ministre. Je voudrais demander au Premier ministre, compte tenu de l'incertitude de ses réponses, j'aimerais attirer l'attention du Premier ministre sur un autre cas. Une lettre du Life Programme de l'hôpital de l'Est de Toronto qui comprend le nom de 5 médecins. C'est une lettre en date du 26 septembre 1986 qui dit qu'à partir du 1er octobre 1986, il y aura des frais d'administration de 500 $ pour chaque traitement. Ce montant sera payé à votre arrivée pour le traitement le 5e jour du traitement. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, veuillez contacter le responsable du programme. J'aimerais savoir ce que le Premier ministre a l'intention de faire à ce sujet.
Le député je remercie le député de me faire part de cet exemple. Il en a parlé hier et je crois le jour précédent aussi. J'ai parlé avec le président de l'Association médicale de l'Ontario. Il est en train d'étudier ces situations. Et quand il aura tiré ses conclusions, il vous le fera savoir. Question supplémentaire. Ceux qui ont bonne mémoire vont se rappeler qu'en avril 86, avant certains événements, le premier ministre avait dit « Nous pensons que tout le monde doit avoir accès aux services médicaux, surtout en ce qui concerne certaines spécialités, telles que l'anesthésie, l'obstétrique. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine paix entre les médecins et le gouvernement pour protéger les malades, les patients. J'aimerais demander au Premier ministre que ce qu'il voit maintenant n'est pas exactement la même chose, les mêmes problèmes, les mêmes spécialistes, sauf qu'ils utilisent différentes techniques. N'est-ce pas l'avènement des mêmes problèmes avant l'adoption de la loi 94? À l'ordre. Vous avez déjà posé la question. Premier ministre, je crois que j'ai répondu à la question il y a quelques moments seulement. Les exemples qu'il a soulevés sont en train d'être étudiés. J'aimerais savoir combien de praticiens s'y adonnent et j'aimerais aussi savoir si les faits vraiment sont comme le député l'a expliqué. Je crois que le OMA a accepté l'échelle des honoraires et le ministre étudie ces questions actuellement. Mais je dois vous remercier d'avoir attiré mon attention, mais je vous demande d'éviter des réactions trop brusques. Dernière question supplémentaire. Dans le même paragraphe de votre réponse, le 26 avril 83, vous avez dit, en cas d'excès, nous devons faire attention afin de ne pas changer entièrement le système pour ne pas augmenter la pression. Votre réponse est la même que maintenant, votre réponse actuelle est la même que celle d'avril 83. Je me demande si le Premier ministre est au courant des activités d'un docteur Paul Bernstein, un docteur d'obstétrique et de gynécologie à l'hôpital Mount Sinai. La loi passée par le gouvernement, la loi 94, a rendu nécessaire un changement dans la facturation. Question. Il parle des factures qu'il recevait après, dans lesquelles parfois il s'agissait des enfants. Qu'est-ce que le Premier ministre entend faire à propos d'une pratique qui n'est pas limitée à certains cas? À l'ordre. Je suppose que le député a l'intention de le faire, adopter des mesures plus draconiennes. Je crois avoir décrit pour vous les mesures que le gouvernement compte prendre. Nous sommes en train d'étudier la question et nous allons donner une réponse appropriée et au moment approprié. Nouvelle question, le député de Sudbury East. J'ai une question pour le Premier ministre à propos des effets sur la santé des employés de Domtar qui étaient exposés au goudron. L'étude effectuée par le Dr. Chung et Haynes a démontré que le ministre du Travail était au courant de l'existence du goudron.
15 employés étaient malades, alors que l'étude origine trouvait qu'il y avait 45 employés qui étaient malades. Qu'en pense le Premier ministre? Monsieur le Président, je n'ai aucune idée. Je vais contacter le responsable et ensuite je donnerai une réponse bientôt. Question supplémentaire. C'est un problème très sérieux. Est-ce que, malgré la déclaration du Dr. Muir au Toronto Star hier, le Dr. Chang et Haynes ont approuvé le rapport revisé qui a été fait, et cela a été fait sans l'examen d'aucun patient. Est-ce que le ministre du Travail ne pense pas que ce soit nécessaire d'obliger Domtar à changer ses pratiques? Je vais discuter de cette question au ministre du Travail. Je regrette que je ne suis pas au courant de tous les détails de cette affaire. Je vais lire le rapport et s'il y a d'autres renseignements supplémentaires, je serai content de les avoir. Étant donné que le financement accordé à l'Université McMaster vient du gouvernement, dont la conduite ne pouvait pas être approuvée, est-ce que le Premier ministre peut nous assurer qu'il ne peut pas y avoir de camouflage concernant les activités de Domtar et des médecins? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question maintenant, mais je vais en discuter avec le ministre en tenant compte des suggestions que vous avez. Le député de Mississauga-Est. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Transports et des Communications. Nul doute, le ministre connaît que la gang de motocyclistes et Outlaws ont été vérifiés et on a pu découvrir qu'en fait, il y avait certains policiers qui travaillaient là, dans l'anonymat. Et le ministre, que va-t-il faire donc à cet égard? Va-t-il donc en parler à son ministère qui, semble-t-il, avait participé à ces activités? Étant donné ce qu'on avait comme autre préoccupation, certes, j'ai lu dans les journaux qu'il y avait cette question et j'ai demandé qu'on me soumette un rapport sous peu. Il semblerait que, certes, dans les médias, ce soit juste ce qui a été indiqué. J'espère que j'aurai une réponse plus complète sous peu, supplémentaire. Le ministre va-t-il indiquer à la Chambre que si les allégations sont bien fondées, pourrait-il nous indiquer quelles mesures disciplinaires il compte prendre? Pourrait-il nous l'indiquer? Monsieur le Premier ministre, le Président plutôt, je crois que c'est là une question fondée sur des hypothèses. On ne sait pas encore si ces allégations sont fondées ou pas. Nouvelle question, le député de Sudbury-Est. Le Premier ministre est probablement au courant que le député de Hamilton East et moi-même avons parlé de cette question du ministre du Travail en août 85 et on a reçu une réponse en octobre et on y a dit que je suis prêt à vous fournir les résultats de l'enquête et une fois que les pourparlers auront eu lieu, peut-être que vous aimeriez savoir que le ministre Brian Verrill, qui est en charge donc, dans une lettre de septembre 85, a indiqué que pendant ce temps, le rapport ou le rapport résumé de ce rapport est déjà effectué. Le ministre a promis cette étude et ensuite il m'a remis un exemplaire. Malheureusement, à la page 12 du résumé, je n'ai pas reçu ceci. J'ai reçu un espèce d'exemplaire qui racontait un tas de choses, mais pas ce qui m'intéressait. Pourquoi donc n'ai-je pas eu un rapport digne de ce nom? Et pourquoi n'ai-je pas reçu un rapport concernant ce que cette enquête aurait pu trouver? Je m'excuse auprès du député, je ne sais pas du tout.
Et certes, il faudra en discuter avec le ministre. Nous avons certaines suggestions, donc il y a eu certaines allégations. Nous prenons cette histoire très à cœur et je suis prêt à me renseigner concernant toutes les questions que vous avez soulevées aujourd'hui. J'ai une supplémentaire. Pour ce qui est de Dr. Chan et Dr. Haynes, on a parlé de ces gens. C'est entre autres le Dr. Muir et McCallum qui en ont parlé. Dr. Muir est le directeur du programme et ils ont œuvré auprès du ministre du Travail. Le ministre pourrait leur dire, étant donné que j'ai été obligé de parler de cette question et que maintenant Dr. Haynes a été indiqué que s'il tient à son emploi, il ne peut pas demander d'autres frais. Serait-on donc prêt à voir ce qui se passe à l'Université McMaster? Et également, on pourrait voir pourquoi le ministre du Travail a autorisé le deuxième rapport qui, en fait, camouflait beaucoup de choses. Monsieur le Président, je ne suis pas au courant de ce que vous dites là, mais je devrais me renseigner, voir exactement ce qui se passe. Et je suis prêt ici à partager les renseignements que j'obtiendrai dès que possible. Nouvelle question. Un député de Wentworth. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, au cours de ces dernières semaines, de plus en plus dans la région de Hamilton-Wentworth, on est préoccupé par le fait qu'il semblerait qu'on essaie de renverser une décision concernant un conseil des audiences qui a donné le feu vert pour la construction d'une autoroute. Ces préoccupations découlent du fait que cela fait maintenant 1 an depuis que le conseil a bien voulu adopter ce projet. Pourriez-vous nous dire pourquoi donc ce projet est étudié par votre cabinet depuis 1 an et pourriez-vous nous dire quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une décision? Monsieur le Président, l'une des raisons pour lesquelles on a tant de retard, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choses dont il faut traiter. Et Monsieur le Président, il y a certes beaucoup de questions qui sont en ce moment déposées au comité de l'Assemblée. Il y a beaucoup de pourparlers également, vous le savez fort bien. Et nous espérons pouvoir vous donner les résultats sous peu. Supplémentaires. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, franchement, cette question, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on en parle. Vous parlez de compensation. Je crois qu'en fait, c'était très clair au cours des audiences auprès de ce conseil qu'on avait eu la possibilité de l'examen et votre comité de l'Assemblée, s'il l'examinait, verrait qu'en fait, il y a des complications inutiles. Le Conseil a écouté pendant plusieurs mois à certaines soumissions et ils ont donc pu accumuler beaucoup de preuves. Pourriez-vous nous dire quels sont les renseignements vous manquent et qui expliqueraient pourquoi vous étudiez cette question depuis si longtemps? Ou est-ce qu'au contraire, vous ignorez ou vous faites abstraction d'une certaine partie de ces renseignements? Pas du tout. Quand je vais à Hamilton et lorsque je vois les représentants de Hamilton, les représentants principaux, je suis toujours tout oui. C'est une priorité de première catégorie ici. Et vous dites que ça fait 10 ans qu'on en parle? C'est intéressant, mais en fait, ça fait quelques temps. En fait, ça fait 9 ans seulement que cela existe sous notre gouvernement. Par conséquent, je vous indique que certes, nous examinons cette question et nous espérons obtenir une réponse sous peu. Il y a beaucoup de choses encore à faire, mais j'aimerais connaître quelle est votre opinion au sujet de cette question. Nouvelle question, député de Port Arthur. Monsieur le Président, j'ai une nouvelle question qui s'adresse à un ministre. Vous avez dit lundi que le gouvernement de l'Ontario a bien voulu accepter la décision du gouvernement fédéral, même si vous pensiez que la décision prise par le gouvernement fédéral n'était pas une bonne décision. Hier, vous avez dit, et je cite, « On devrait traiter de la question en prenant le taureau par les cornes. » Fin de citation. Pensez-vous pas qu'en fait, il est un peu tard? Ne pensez-vous pas que le gouvernement de l'Ontario a déjà mis sur la sellette tous les emplois du nord de l'Ontario?
Pensez-vous pas qu'il est trop tard, Monsieur le Président? Je répéterai ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire je crois que il est clair que on n'aurait pas dû donc appuyer cette question. On a l'intention de disputer cette décision et nous le ferons. Le député d'Algoma, merci, Monsieur le Président. Le ministre pourrait-il expliquer donc comment la dernière déclaration qui vient d'être faite, c'est-à-dire que les autres, je suppose qu'il veut dire par là les autres gouvernements de ce pays, comment ils ont pu en venir à la position qui semble être celle de ce gouvernement-ci et qui va en quelque sorte nous pousser pour ce qui est de l'appel vis-à-vis de la décision prise par les États-Unis. Est-il d'accord donc que l'augmentation des frais de coupe de 10 offerte donc que cela donnerait les armes nécessaires aux Américains de se prémunir de ce qui pense être leur droit? Parce que si ce n'est pas le cas, comment peut-il dire qu'en fait qu'il protège les intérêts de l'Ontario à l'ordre? Il y a eu des réunions lundi soir, également hier après-midi. Nous nous sommes rencontrés jusqu'en soirée et les gens qui étaient là ont pu discuter des résultats qui ont été obtenus de lundi et nous pensons que nous pouvons gagner cette cause et nous allons la gagner. Nouvelle question, le député de York Centre. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au ministre des Affaires civiques et des Affaires sociales. Depuis 1 an et demi maintenant, il y a des augmentations de prix et de plus en plus d'agences qui relèvent de ministères ont été affectés parce qu'ils n'ont pas pu recevoir les assurances responsabilités qu'il faut. Que faites-vous donc afin qu'on puisse essayer de résoudre ce problème dont sont affligées ces agences? Monsieur le Président, nous avons indiqué à toutes nos agences que nous avons en ce moment certains problèmes, surtout pour ce qui est de ce groupe d'assurance responsabilité. Et pour ça, il faut voir le ministre du Commerce qui est prêt à nous aider. Et jusqu'à présent, chaque agence, à l'exception d'une seule agence avec laquelle on œuvre, c'est celle de Blue Hills, Aurora, ont eu ou ont vu leurs questions d'assurance réglées. Par conséquent, on voit que cela fonctionne. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il ne reste pas encore d'autres problèmes. Il faut certes encore en résoudre, mais on leur a clairement indiqué que maintenant, il existe un mécanisme qui a fait ses preuves dans diverses régions. Il en reste encore une à résoudre et nous espérons résoudre tout ça. Je complimente ou je félicite le ministre d'être au courant du problème de Blue Hills. Mais en fait, le problème était tel qu'il y avait des assurances de mauvais traitement auprès des enfants de 5 millions de dollars. Et avant, il y avait d'autres assurances pour 5 millions de dollars pour blessures sportives. Également, il y a 5 millions de dollars pour assurance responsabilité générale et maintenant, ils peuvent seulement en obtenir 1 million de dollars. Ils avaient 16 membres de conseil, maintenant, il n'en reste plus que 6. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites afin de pouvoir résoudre ce problème auprès de l'Académie Blue Hills. Avez-vous prendre certaines initiatives afin que la situation ne se détériore pas, surtout pour les enfants qui connaissent des troubles émotifs? Monsieur le Président, l'honorable député, certes, a indiqué ce qu'il se passe. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Or, le problème que nous avons avec l'industrie de l'assurance, c'est que les augmentations qu'ils réclament traitent de situations qui auparavant n'ont jamais posé de problème. Simplement, lorsqu'on parle, ils nous disent qu'en fait, on anticipe des problèmes. Donc, s'il y a une situation très épineuse, il est difficile de traiter avec une industrie qui, en fait, sont en train de baser leurs coûts d'après certaines anticipations qui sont difficiles pour nous de comprendre. Or, j'aimerais indiquer que certes, nous travaillons avec eux et nous sommes même allés jusqu'aux États-Unis pour trouver des assurances et on le fera si c'est nécessaire et ce problème sera résolu. Nous avons indiqué aussi, membres du Conseil qui restent, que ces gens-là
ne connaîtront pas de problème par la suite. Ils le savent et nous travaillons avec eux. Et au meilleur de mes connaissances, ce programme est encore en cours. Nouvelle question du député de Lakeshore. S'adresse au ministre de l'Environnement. En 1977, l'ancien gouvernement a exempté le Nuclear Power Development de certaines règles. À ce moment-là, on n'avait pas du tout l'intention de retirer ce trillium. Le ministre a maintenant décidé que ce décret, en fait, ne traite pas du tout de cette installation de trillium. Que veut-il dire? J'aimerais savoir. Est-ce qu'une fois qu'un décret concernant l'exemption pour un certain site est donné, qu'en fait, on ne pourra plus faire de révision par la suite? Si vous cherchez à savoir, à obtenir une réponse pour d'autres projets que vous avez l'intention de commencer par la suite, et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, pourquoi alors est-ce que le leader du troisième parti n'a pas posé la question? Le député a posé une question supplémentaire, du moins à mon point de vue, et moi je perçois à savoir s'il y avait d'autres installations qui seraient construites dans la province de l'Ontario, est-ce que les mêmes règles s'appliqueraient? Et je peux assurer le député que s'il y avait d'autres installations qui seraient construites, je ne le sais pas. Et certes, nous ne serions pas en mesure d'avoir les règles qui s'appliquaient autrefois s'appliquer aujourd'hui. Supplémentaire. Monsieur le Président, le ministre semble en fait ignorer le précédent qu'il a instauré. Parce qu'à Darlington, par exemple, pour ce qui est de ces installations pour les déchets, ça cause des problèmes. Va-t-il donc avoir des audiences publiques pour cette situation? Il faut absolument qu'on en discute en public. Nous avons déjà examiné la situation pour ce qui est des déchets nucléaires et va-t-il autoriser également que le public ait son mot à dire pour le traitement des déchets nucléaires et que ces déchets arrivent à Darlington? Le ministre n'était pas d'accord que le public doit avoir le droit d'avoir son mot à dire et d'examiner la question, parce que c'était une question très importante. Le ministre, pour ce qui est des déchets nucléaires ou en particulier des armements nucléaires, je puis indiquer que notre gouvernement et le Premier ministre a souvent indiqué que certes, nous serions contre l'utilisation de ceci pour les constructions d'armements nucléaires. Maintenant, pour ce qui est du transport, je crois que certes, l'honorable député a touché une question qui est très importante et nous serions prêts à l'examiner de près. Nous examinerons votre suggestion ou la suggestion. Il est difficile, Monsieur le Président, de répondre à ces questions lorsque le député de Port Arthur interrompt. Si le ministre peut-être adressait sa réponse au président, il ne serait pas troublé par les propos du député de Port Arthur. Oui, vous avez raison. Bon, le député a posé une question très appropriée et déjà, on avait attiré mon attention là-dessus. Maintenant, pour ce qui est des transports, nous examinons la possibilité. Maintenant, pour la première partie de la question, je crois que c'est assez difficile pour ce qui est du rôle ou de la responsabilité précise de mon ministère, quant à savoir si cela construirait des armements nucléaires. Je sais que mon gouvernement est contre et certains ministres de l'énergie entre autres sont contre. Donc, ça ne serait probablement pas utilisé pour la construction d'armements nucléaires. Nouvelle question, le député de Sudbury. Ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques. En nord-est de l'Ontario, les citoyens en ont ras-le-bol du manque de services pour les problèmes mentaux dont souffrent les enfants. Vous savez, certes, qu'il y a une certaine soumission qui traîne sur votre bureau depuis un mois, entre autres pour l'hôpital de Algoma. Quand est-ce que vous allez examiner cette soumission? Monsieur le Président, c'est vrai, la demande a été faite, mais j'aimerais également dire à Sudbury Algoma
que nous leur avons indiqué que nous allons examiner et vérifier le programme qu'ils proposent parce que nous ne sommes pas nécessairement contre ce transfert, mais nous voulons nous assurer que le service sera offert et offert correctement. Par conséquent, nous sommes en ce moment en train de vérifier et de passer en revue ce programme de Sudbury-Algoma et lorsque ces renseignements nous reviendront, nous allons le préparer et Frank Reynard, donc, pourra l'examiner aussi. Et c'est une bonne proposition, là, et nous examinerons cette proposition. Eh bien, Monsieur le ministre supplémentaire, ce que vous dites semble fort raisonnable, surtout par rapport à ce sujet. Or, j'aimerais vous dire que ce problème existe à Sudbury maintenant depuis plus d'1 an. Et ceci préoccupe beaucoup la communauté francophone. Député de Sudbury East a dit qu'il était très fort désolé à votre tour. Donc, la demande traîne sur votre bureau depuis plusieurs mois. Et j'aimerais vous indiquer qu'au mois de juillet, le directeur de l'hôpital a remis sa démission et il a indiqué qu'il était fort préoccupé quant à la façon dont les choses tournaient pour les enfants. Il avait des employés qui, eux aussi, avaient démissionné, étant donné le programme. Et 3 membres du conseil d'administration, 3 membres francophones également ont remis leur démission. Et le conseil consultatif francophone également a remis sa démission. Quand est-ce que vous allez réagir? Votre gouvernement a promis qu'il allait faire quelque chose pour la population du nord-est de l'Ontario. Quand est-ce que vous allez vous atteler à la tâche? Monsieur le Président, je crois que j'aurais cru plutôt que l'honorable député aurait compris en toute justice ici qu'en fait, nous voulions peser le pour et le contre de la proposition donc franco-ontarienne par rapport à la vérification. Est-ce que donc l'honorable député demande que j'accepte sans avoir eu le temps d'examiner l'efficacité et l'utilité de ce programme? Je ne crois pas que vous pouviez me critiquer ou m'en vouloir si je fais ceci. Un deuxième aspect que j'aimerais vous indiquer, c'est que l'honorable député est certes au courant qu'étant donné la nouvelle loi sur les droits des enfants, qui traite entre autres des droits de la population francophone, et qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'on a affaire avec beaucoup de francophones au cours de la province. Et ce n'est que récemment que j'ai pu rencontrer des membres du Conseil et que j'ai pu leur expliquer certaines des dépositions. Eux m'ont expliqué leur point de vue et ils étaient d'accord que c'était là la bonne façon de procéder. Par contre, ils n'étaient pas du tout d'accord que j'accepte automatiquement la proposition de quelqu'un d'autre sans avoir examiné les solutions de rechange. Et je crois que c'est là une façon équitable de procéder. Nouvelle question. Le député de Scarborough-West. Ma question s'adresse au ministre des Affaires sociales et communautaires. Le ministre ne doit pas être plus surpris que moi d'après le rapport du National Council on Welfare, du Conseil national de bien-être, que depuis 1980, qui disait que le seul groupe qui semblait avoir bénéficié, c'était les personnes âgées. La plupart des gens sont encore très pauvres, mais de nombreuses personnes âgées n'ont que 727 $ par mois pour vivre. 55% de ce montant est ce que reçoivent beaucoup de personnes âgées. Quand allez-vous mettre en pratique les politiques préconisées par le Premier ministre pendant qu'il était dans l'opposition? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, le député doit être au courant du fait que le montant pour que l'ensemble des avantages pour 1986, c'est l'un des plus généreux offerts. Vous allez vous rappeler que les personnes handicapées aussi sont compris. 81 millions étaient offerts en janvier et plus tard, en septembre, il y avait 25 millions d'offerts. Mais au moins, reconnaissez le fait qu'on a déjà beaucoup fait en 86
et que nous avons l'intention d'offrir davantage en 87 et en 88. Nous avons rencontré plusieurs groupes qui représentent les personnes handicapées et nous allons procéder par étapes. Il n'est pas possible de le faire dans une année. Nous avons l'intention d'encourager des programmes qui permettent aux handicapés de rester chez eux ou avec d'autres personnes. Nous avons déjà pris des mesures. 329 $ par mois, c'est ce que les personnes handicapées reçoivent. Même si on leur donnait le montant maximum, ce sera encore 150 $ de moins que ce que reçoivent les personnes âgées. Où est le principe d'égalité? Si par égal, le député entend qu'il y a deux personnes dans notre province qui ont les mêmes besoins et ne reçoivent pas les mêmes montants, je suis d'accord que nous devons faire quelque chose. Et nous allons continuer à le faire de la même manière que je l'ai décrite plus tôt. À l'ordre, le député de Mississauga-Sud. Merci, Monsieur le Président. Le trésorier, qui est sur le point de partir, avait annoncé qu'il n'a pas l'intention d'aller de l'avant avec le projet de loi 38 à ce moment. Peut-être il se rend compte que les programmes culturels et de loisirs ne devraient pas entrer en concurrence pour les fonds des loteries. Toutefois, j'aimerais suggérer au ministre que sa prise de position n'est pas assez convaincante et ne va pas assez loin. Surtout en ce qui concerne les groupes qui pensent que le ministre ne fait que remettre à plus tard les projets de financement jusqu'à un moment plus propice politiquement. De nombreuses organisations vont bénéficier si jamais le ministre retirait le projet de la 38 et en assurant que la section 9 de la loi sur les loteries sera aidée. Je suis sûr que le député est au courant que dans les deux périodes de budget où nous étions responsables de l'allocation des fonds, nous avons accordé davantage de dollars que le Trésor avait reçu. Je vais donner une réponse très spécifique. Dans la première année, le revenu était de 79 millions et nous avons offert 111 millions. Cette année, nous espérons recevoir 85 millions et nous avons offert 95 millions. Si je suivais votre directive et utilisais seulement les fonds qui proviennent de Ontario, je serais obligé de réduire les montants offerts. Je suis sûr que le député ne veut pas que je le fasse. Ce sera un retour au jour des conservateurs, du Parti conservateur, où le gouvernement n'offrait pas le montant qu'il fallait d'après la loi. En 81, on a reçu 137 millions de dollars et on a offert seulement 74 millions. En 1982, on a reçu 117 millions et on a offert que 89 millions. En 83-84, on a reçu 117 millions et on a offert que 96. Le seul moment où on a offert tout l'argent, c'était en 85, quand les revenus étaient 96. À l'ordre. Question supplémentaire. Les députés de Simcoe Centre. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous avons entendu les mathématiques du Parti libéral, alors que nous essayons de recevoir une réponse très simple de vous. Avez-vous l'intention de retirer le projet de loi 38, oui ou non? C'est tout ce que nous voulons savoir. Monsieur le Président,
Nous pensons que le projet de loi est vraiment nécessaire parce que tout ce que nous voulons faire, c'est suivre l'exemple du conservateur. Les dollars étaient là, mais ils n'ont jamais voulu les offrir. Je n'ai pas l'intention de retirer le projet de loi. À l'ordre. Je suis sûr que les électeurs de Bellwoods aimeraient que le député de Bellwoods pose sa question. Le député de Bellwoods. Moi aussi, j'ai une question pour le trésorier. Il sera que les employés du syndicat de Hydro doivent se présenter en cours concernant les activités de l'Hydro qui veulent enlever 330 millions du fonds de pension. Qui veulent enlever 53 millions de contributions annuelles, malgré le fait que les employés ont contribué 37 millions. J'aimerais demander au trésorier s'il est au courant que les employés de l'Hydro de l'Ontario qui ont pris la retraite il y a 10 ans ont subi une perte de 90% du pouvoir d'achat de leur pension et ceux qui ont pris la retraite il y a 5 ans ont perdu un tiers de leur pouvoir d'achat. Encore une fois, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas l'intention d'utiliser le 343 millions de dollars pour aider ces gens-là. La réponse du député fait suite à un discours qu'il a fait en Chambre hier. Je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter, je le regrette. Mais je crois que le député doit savoir que l'appel lancé par les employés de l'Hydro sera entendu soit aujourd'hui, soit très prochainement. L'autre question, bien sûr, doit être répondue de la même manière que j'ai fait plus tôt. On étudie cette question et nous avons l'intention d'apporter des modifications dans un très proche avenir, mais la question des pensions, telle que décidée par les tribunaux, a décidé que l'Hydro n'est pas obligé de faire ses contributions. Il reste incompréhensible que vous continuez à obliger les employés de se rendre au tribunal pour protéger leur propre salaire, même après la décision de la Cour suprême sur l'affaire Conrad Black, où la commission qui a été décrite par la commission des pensions comme étant déroutante, trompeuse et qui était preuve de négligence. Encore une fois, une affaire devant les tribunaux. Combien de temps est-ce que les employés, les travailleurs de cette province doivent subir une telle stupidité? D'après la loi sur la diffamation d'outrage dans cette province, vous allez comprendre que je n'ai pas l'intention de répondre à ces allégations. Mais je dirais aux députés que vous ne pouvez pas comparer tous les détails de cette affaire avec celle que la Cour a tranchée. Ils sont en train d'étudier toutes les preuves à l'appui et nous étudierons la décision à l'avenir, mais je vais vous dire que nous n'avons pas l'intention de changer la loi, mais nous allons proposer des changements pour le débat en Chambre. Nouvelle question. Le député de Sudbury. Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. C'est clair qu'à la suite des récents événements en Ontario, le
le transport d'une certaine substance dangereuse sur les autoroutes en Ontario, il est temps de veiller à ce que l'Hydro de l'Ontario prépare un projet très complet pour l'entreposage et le transport de ces substances. Quand allez-vous prendre ces mesures? Je suis sûr que le député se rend compte qu'il y a un accord entre le gouvernement du Canada et de l'Ontario, l'Hydro de l'Ontario et le gouvernement de la province concernant l'entreposage des déchets atomiques, des déchets nucléaires. Il est temps que les déchets qui se trouvent dans diverses centrales soient étudiés, étant donné la nature, le caractère dangereux de ces déchets. Nous allons bien sûr tenir compte de toutes les conclusions que nous allons tirer. Cette réponse n'est pas satisfaisante. Ce qu'il nous faut dans cette province, c'est un engagement du ministre qu'il va mettre de l'avant un projet sur l'entreposage et la disposition des déchets nucléaires. Il faut que ce projet soit élaboré par des gens qui s'y connaissent bien. Vous êtes en train de parler des endroits où les entreposent, mais le Conseil atomique du Canada n'a pas pu nous donner une bonne réponse. Si ces piscines perdent de l'eau, ce sera très dangereux. Monsieur le Président, je suis très sûr que le comité de contrôle de l'énergie atomique du Canada est au courant de l'aspect dangereux de ces substances. Le fait est qu'il y a un programme qui existe déjà et que nous essayerons de nous débarrasser de façon très sûre de ces déchets nucléaires. Nouvelle question. Le député de Essex North. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il est au courant du fait que l'Ontario se place très bas sur l'échelle de l'assistance aux fermiers. Compte tenu de la crise à laquelle font face les fermiers, est-ce que le ministre a l'intention d'augmenter l'assistance qu'il offre aux fermiers en assistance supplémentaire cet automne et dans un nouveau budget au printemps? Monsieur le ministre, bien, Monsieur le Président, c'est une question, en fait, indique la négligence du précédent gouvernement aux fermiers. Il ne fait aucun doute que les budgets des anciens gouvernements conservateurs ont diminué au cours des années. Et nous faisons de notre mieux pour rétablir la situation. Au cours des 15 derniers mois que j'étais ministre de l'Agriculture, nous avons augmenté le budget de 39 %. Nous nous efforcerons de mettre en pratique de mettre sur pied de nouveaux programmes pour aider nos fermiers. Je crois que nous avons déjà abattu beaucoup de travail. Nous avons ajouté encore 150 millions de dollars en plus des millions de dollars qu'on avait ajoutés l'année dernière. Il s'agit là des montants très importants pour la stabilisation de revenus. Je crois que cela va très bien, compte tenu de ce que nous avons hérité de ces gens en face. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes au courant que l'ancien gouvernement n'avait pas fait grand-chose, mais nous voulons nous assurer que le gouvernement actuel n'adopte pas les mêmes mesures. Est-ce que les programmes ont été améliorés d'une façon ou d'une autre? Toutefois, je mettrai en doute ce que le ministre avait dit. Il a accordé
40% des bénéfices pour 88 et 37 pour 87. Est-ce que le ministre peut nous assurer qu'il ne va pas accepter cette recommandation? L'honorable député et moi, nous ne savons pas vraiment quel est l'état, quel sera l'état de l'agriculture en Ontario dans 3 ans. Par conséquent, c'est assez difficile de savoir s'il y aura encore une nécessité pour ce programme. Nous préférons mettre en place des programmes à long terme et nous travaillons à l'élaboration d'une stratégie agricole qui assurera la stabilisation sur le plan national plutôt que de mettre sur pied, que d'adopter des mesures à court terme qui est ce que faisait l'ancien gouvernement pendant très longtemps. À la place de ces programmes, nous avons l'intention de mettre sur pied des programmes à long terme, de manière que les fermiers soient en mesure de planifier leur carrière. Nouvelle question. Le député de Lincoln. Merci, Monsieur le Président. Ça doit être très calme à Brampton. J'ai une question pour le ministre de l'Agriculture. C'est une question qui ressemble beaucoup à celle que j'avais posée il y a 16 mois. Maintenant, je veux voir si j'obtiens la même réponse. La semaine dernière, le ministre de la Consommation et du Commerce avait présenté à la Chambre une loi permettant la vente de la bière et du vin dans les épiceries. Le ministre est au courant des stipulations de l'accord GATT. Est-ce qu'il peut nous dire qu'il va respecter les règlements si cette loi est adoptée? Je suis sûr que le ministre de la Consommation et du Commerce a étudié cette question et je suis sûr que nous n'allons pas violer aucune clause de l'accord GATT et nous ne pensons pas que nous avons l'intention de le faire. Nous réglerons le problème quand il se présentera. Question supplémentaire. Est-ce que le ministre peut garantir qu'à ce moment, il ne va pas provoquer l'adoption de droits compensatoires sur les produits agricoles de ce programme? Je ne peux pas vous donner une telle garantie. Nous ne pensons pas que nous faisons quoi que ce soit qui fera l'objet d'un droit compensatoire, mais nous allons travailler très dur dans l'intérêt de l'industrie de la bière et du vin de cette province. Et j'aimerais croire que le gouvernement fédéral va s'intéresser au point où ils vont diminuer l'importation des vins à vil prix dans cette province afin d'encourager notre propre industrie. Le député de Sault Ste. Marie, merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre des Services correctionnels à propos des difficultés qu'il a pour mettre sur pied un programme pour les jeunes contrevenants. Le conseil municipal a décidé qu'une telle résidence ne peut pas être qualifiée de foyer intermédiaire. Qu'est-ce que le ministre compte faire pour assurer la mise sur pied d'une telle institution? Monsieur le Président, nous adoptons des mesures un peu partout dans la province pour la mise sur pied de tels foyers. Nous n'essayons pas de les mettre dans les endroits où on ne s'occupe pas des arrêtés municipaux sur le zonage. Nous devons respecter les lois municipales et les comités de liaison. Nous voulons surtout qu'ils soient acceptés par tout le public. Question supplémentaire. Je ne pense pas que sa déclaration reflète ce qui se passe au Sainte Marie.
où il y a beaucoup de désaccords concernant les deux propositions qui ont été faites et le manque d'engagement de ce ministère et du ministre qui a manqué, qui n'a pas bien expliqué à la communauté qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qu'il fait à propos de ce cas spécifique? Monsieur le ministre, je ne peux pas vous dire exactement quand ce foyer sera institué à Sault Ste. Marie, mais il sera en place et cela sera fait suivant le zonage à la ville et les organisations locales seront responsables de trouver l'emplacement approprié. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé lundi dernier, mais je peux vous assurer que nous allons de l'avant avec ce projet et que nous allons respecter tous les arrêtés municipaux et les critères. Le temps pour les questions orales a expiré.